Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Pourquoi devrons-nous s'enrôler? Quel est le rôle des électeurs et quel genre de type de députés devrons-nous envoyer à l'Assemblée nationale pour nous représenter? Toutes ces questions trouveront des réponses dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Parlons Nation de ces jours où nous avons encore l'honneur de recevoir sur ces plateaux Junior Koudoura, un habitué d'ailleurs de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Augustin et merci de me recevoir à nouveau pour parler du pays. Je rappelle que vous êtes un acteur politique très actif au pays, mais également communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'entrée de jeu, pourquoi devrons-nous s'enrôler? Eh bien parce que je pense que nous avons, en tant que Congolais, en tant que citoyens, nous avons tous des devoirs. Des devoirs par rapport à notre pays, des droits, oui, mais d'abord des devoirs. Et ces devoirs-là, en tant que citoyens, nous devons donc être des citoyens responsables et donc nous acquitter de nos devoirs. Protéger le pays, mais aussi en choisir les dirigeants. Et donc, voter est un devoir civique qui aura un impact sur la manière dont notre pays sera guidé. Et donc, je pense que nécessairement, comme tout Congolais qui se respecte et comme tout Congolais qui se sent attaché à son pays et à son devenir, est obligé de s'acquitter de son droit constitutionnel. Et moi, en tant que Congolais, je l'ai fait. J'invite donc tous les Congolais à le faire. Beaucoup l'ignorent. Aujourd'hui, dans le chef de la population, il pense que ça porte peu de s'enrôler pour élire leurs représentants qui vont leur justement représenter à l'Assemblée nationale. Non, je pense que la population a un rôle primordial. D'abord parce que nous sommes dans une démocratie et que par définition, le pouvoir émane du peuple, dans tous les cas. Que ce soit au niveau de l'élection des présidents, au niveau des élections des députés nationaux, provinciaux, que ce soit au niveau de la pression faite pour telle ou telle réforme. Donc le citoyen est au socle et à la base du fonctionnement de la gestion politique au Congo, de par le jeu démocratique. Et puis de deux, je pense que compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouve notre pays, sur les enjeux politiques, économiques, sociaux, militaires et sécuritaires, plus que jamais, il est important de voter et de s'acquitter de son droit citoyen, patriote et constitutionnel. La plus grande question qu'on se pose aujourd'hui, qui élire? Parce que nous connaissons comment est-ce que toutes les législatives passées dans notre pays, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Qui est envoyé à l'Assemblée nationale, évidemment, pour représenter cette grande population? Oui, effectivement, vous avez raison. Plus que jamais, au Congo, aujourd'hui, la question des législatives est cruciale. Il est important que chacun se mobilise. Nous l'avons vu lors du début du mandat du chef de l'État, Tshisekedi. Durant presque 1 an et demi, il y a eu une crise parlementaire qui a débouché sur une crise institutionnelle. Et donc, plus que jamais, pour ceux qui soutiennent le chef de l'État ou ceux qui ne le soutiennent pas, il est crucial de clairement
définir une nouvelle majorité qui, dans un sens ou comme dans un autre, va définir donc les différentes tendances au Parlement qui permettront à ceux qui seront au pouvoir de pouvoir travailler avec donc un pouvoir fort, une majorité forte, qui donnera donc de la légitimité. Il faut comprendre que l'élection des députés a pour objectif de donner de la légitimité à un pouvoir. Plus ce pouvoir a des députés, plus ce pouvoir, donc, de par le jeu représentatif, a de la légitimité et donc a des chances de pouvoir dérouler son programme politique. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui soutiennent le chef de l'État, il est crucial de se manifester à travers donc le choix de leurs élus qu'ils feront dans les urnes. Et pour ceux qui auraient des avis contraires, il faut être objectif, il est aussi pour eux crucial de se prononcer et choisir leurs élus qui, dans un sens ou dans un autre, auront un rôle prépondérant à jouer. Est-ce que le souverain primaire qui est la population a un critère pour élire un député, évidemment? Oui, moi, cette question elle est importante pour moi parce que je pense qu'au Congo, cette question elle est souvent mécomprise. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un mécontentement de la population sur le travail qui a été effectué par les parlementaires de la législature qui est en train de s'écouler. Et ce mécontentement, il est compréhensible. Maintenant, la responsabilité de ce mécontentement, c'est là qu'est l'enjeu fondamental. Aujourd'hui, si nous avons au niveau du Parlement des députés qui n'ont pas suffisamment produit de manière législative des lois et des textes et des réformes qui auraient pu améliorer le devenir et le présent des Congolais, c'est parce que nous-mêmes, nous avons choisi les représentants qu'il ne fallait pas choisir. Donc la faute, on l'incombe au souverain primaire. Donc l'incompétence et le manque de travail et de résultats, c'est celle des députés, si tel est le cas. Mais la responsabilité de cette incompétence et de ce manque de résultats incombe à la population qui a choisi ces députés-là. Donc effectivement, oui, vous le dites bien, enfin du moins vous me le posez bien, la responsabilité du choix des députés et donc de leur productivité et donc de leurs résultats bons ou négatifs, c'est la responsabilité des Congolais. Donc oui, en définitive, il faut voter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voter. Surtout, bien voter. Et donc, bien choisir. Bien voter, bien choisir, c'est-à-dire? C'est-à-dire des profils qui pourront à la fois être proches de la population pour comprendre les problèmes sociaux, mais surtout, faire leur travail de député. Or, le travail du député, ce n'est pas celui des ASBL, des fondations, ni des ONG, de distribuer des pagnes, des t-shirts, des casquettes. Justement, quand ils viennent avec des discours démagogiques pour justement séduire la population. Le discours, il faut nécessairement communiquer. Vous ne pouvez pas être élu sans communiquer. Parce que si vous ne venez pas avec un discours, avec quoi viendrez-vous? Il faut expliquer quelle est votre vision, quelle est votre approche. Donc, avec un discours, nécessairement, on vient avec un discours. Ça, c'est normal. Mais le discours, est-il creux ou est-il rempli? Est-il structuré ou n'est-il pas structuré? Le discours, est-il sincère ou pas sincère? Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit, un député, son rôle, c'est de contrôler le gouvernement et c'est de légiférer. Pour contrôler un gouvernement national d'un pays, il faut de la compétence. Il faut d'abord de la qualification, donc un minimum d'instruction et de primaire, secondaire, universitaire. Il faut de la compétence, il faut de la passion pour son pays et il faut l'amour du travail. Aujourd'hui, quand vous avez les défis face auxquels nous sommes au Congo, je l'explique, vous avez beau être bon dans tout ce qui est ONG, fondation, mais au niveau du Parlement, c'est un travail intellectuel, un travail de production de textes, de réforme de textes, de réforme du Code du travail, de la loi des finances. Et donc pour ça, vous avez beau aimer votre candidat qui est de votre province d'origine, mais s'il n'a pas les compétences et les prérequis intellectuels et importants qui sont nécessaires à son travail, il ne pourra pas produire des réformes. Être proche de la population, c'est primordial pour un député parce qu'il capte les informations nécessaires. Mais aussi, surtout, son rôle, c'est de travailler sur la réforme des lois et le contrôle du gouvernement. Et donc, il faut des profils basés sur la compétence. Mais malheureusement, au Congo, le profil des élus, il n'est pas basé sur la compétence, mais souvent, malheureusement, sur des aspects sociologiques, ethniques, tribaux. Justement, M. Junior, vous parlez de la compétence. Aujourd'hui, si nous faisons même allusion à tous les gouvernements que nous avons eus dans ce pays, les critériums est beaucoup plus basé sur la géopolitique et non pas la méritocratie. Oui. Mais comment est-ce que la population saura justement qu'il mérite être voté? De le départ, un projet de société peut-être qui est trop séduisant, mais arriver sur terrain, c'est autre chose qu'on constate. Vous avez raison. Aujourd'hui, au Congo, on voit même au niveau des gouvernements, des institutions, le critérium, là où en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, le premier critère est la compétence, malheureusement au Congo, souvent, et ça c'est la responsabilité, j'insiste, de la population,
c'est que le critère des populations pour voter, ce n'est pas la compétence, mais c'est l'ethnie, l'origine, la province d'origine, la région, la langue. Or, cette façon de voter est un frein total au développement du pays. Et ce frein, donc, est la responsabilité des Congolais. Souvent, nous nous plaignons, oui, nos députés ne font rien au Parlement, mais c'est vous qui les avez élus, librement. C'est vous qui avez mal choisi, parce qu'il est de votre province, parce qu'il parle votre langue, parce qu'il est le frère de votre mère. Mais la compétence n'est jamais le premier critère des Congolais pour voter. Et c'est ça le bas blesse. C'est parce que nous ne savons pas comment voter, nous ne savons pas quels sont les critères. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, au niveau des institutions. Depuis que nous sommes nés, vous et moi, dans ce pays, et même nos parents, nos ancêtres, on nous a toujours dit qu'au Congo, pour une stabilité du pays et son développement du pays, il faut que les institutions soient composées des membres qui représenteraient toutes les provinces et ethnies du pays. En d'autres termes, le président de l'Assemblée, les institutions comme le gouvernement, la présidence, le Parlement, les cours de tribunaux devraient être répartis entre les différentes provinces pour un équilibre. Mais ce principe-là de développement, il est complètement faux. Non seulement il est faux, mais il est basé sur des faux indicateurs parce que jamais et nulle part, et ça n'a jamais été prouvé dans le monde, qu'un pays se développe parce que vous avez telle ethnie qui est représentée à telle institution, aucun pays au monde et aucune théorie n'a pu scientifiquement prouver que parce que vous avez des ethnies qui sont dans toutes les institutions, le pays se développe. Mais par contre, ça a été prouvé maintes et maintes fois, et nous le voyons dans les pays occidentaux développés, que la compétence développe un pays. Nous voulons développer notre pays sur base de oui, nous demandons au chef de l'État de mettre en place l'équité au niveau des institutions et de la représentativité des groupes sociologiques. Mais en quoi cela va-t-il développer le pays? Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement le chef de l'État qui a souhaité avoir des ministres qui se distinguent. Nous avons au niveau du gouvernement le ministre des Finances, qui fait un travail remarquable. L'accroissement du budget de l'État, 12 milliards et au-delà, en même pas 2 ans et demi, en même pas 2 ans de prise de fonction au ministère des Finances. Des réformes importantes. Le contrat de performance édicté qui a été mis en place au niveau des régies financières, DGI, DGRAD, DGDA, qui a permis de booster les ressources fiscales de l'État et parafiscales. Mais ce ministre des Finances, visiblement, se distingue de bien de ses collègues. Positivement, je parle. Mais parce qu'il est de la région et de la province du chef de l'État, il serait inconcevable pratiquement au Congo de l'élever pour des fonctions supérieures, même de Premier ministre par exemple. Alors qu'il est compétent, alors qu'il démontre, pour éradiquer cet aspect des choses, alors qu'il démontre à suffisance sa compétence à gérer les finances et probablement à gérer encore un gouvernement. Et les Congolais qui demandent, et c'est là qu'est le paradoxe du Congolais, nous demandons le changement. Mais lorsque nous voulons ce changement par des critères de compétence, comme je viens de le donner par cet exemple, ce seront nous, les mêmes Congolais, qui allons dire non, nous ne voulons pas de lui parce qu'il est de la même province du chef de l'État. Alors qu'il est compétent. Et donc, automatiquement, un tel profil est écarté au détriment d'un autre profil qui est peut-être moins compétent, mais d'une autre province pour des raisons ethniques et idéologiques qui, en soi, ne développent en rien un pays. Et donc, il faut donc changer les mentalités. Il faut changer cette façon de penser. Que parce que telle ou telle personne vient de telle ou telle province, elle me représentera mieux au sein du Parlement. Vous représenter, c'est juste être assis, mais faire le travail législatif, c'est une corvée. C'est une corvée. Ça demande de l'intellect, ça demande de la recherche, ça demande de la lecture, ça demande des études, ça demande de l'analyse, ça demande des sacrifices en termes de travail. Vous devez être sans cesse en train de lire, de comparer ce qui se fait dans notre pays en termes de loi, en termes de ce qui se fait dans d'autres pays comparativement, dans le même secteur. Et donc ça, c'est un exemple pour dire qu'effectivement aujourd'hui on a un problème, il faut bien choisir, non pas sur des critères ethniques, mais des critères de compétence. Ailleurs, la compétence, elle est recherchée. Mais au Congo, malheureusement, dans mon pays, et je sais de quoi je parle, dans mon pays, la compétence, elle est combattue. On met en avant ceux qui sont de la province de X. Très bien. Alors, quel sera le cadre pour justement aboutir à ces grandes réformes, justement pour inculquer la mentalité, que ce soit aux dirigeants, que ce soit à la population, pour justement beaucoup plus miser sur la méritocratie que sur l'aspect sociologique? Je pense qu'il faut sensibiliser. Je pense qu'il faut sensibiliser la population à bien tirer les oreilles. Oui, effectivement, les élus n'ont rien produit.
vous verrez qu'effectivement, vous avez des gens qui ont été élus haut la main, sincèrement, haut la main, avec énormément de voix, parce qu'ils ont fait des dons à la population. Mais les dons ne réforment pas une société. Mais les dons de pagnes et de t-shirts ne produisent pas la croissance économique. Les dons ne réforment pas le code du travail. Je vous donne un exemple, par exemple. Aujourd'hui, en RDC, moi, Junior Koudoura, je ne fais aucun don. Mais je sais que si j'avais l'opportunité d'être député un jour, dans mon pays, il y a le code du travail. Le code du travail duquel découle le droit des employés à avoir des avantages par rapport au travail qu'ils font. Les articles 39 à 42 sont les articles fondamentaux du code du travail parce qu'ils déterminent les conditions du contrat de travail. Dans mon pays aujourd'hui, le code du travail, en son article 40, stipule que tout travailleur, pour les cas des engagements au jour le jour, parce qu'on a le contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, et puis les engagements au jour le jour, c'est-à-dire les prestations faites par les employés dans les... Communément appelés journaliers. Journaliers, dans les quincailleries, dans les supermarchés, même dans les chantiers. Donc tous ces travaux-là, qui sont en réalité la majeure partie des travaux que font nos populations. Eh bien, le code du travail congolais stipule que si sur une durée de 60 jours, une personne a effectué un travail journalier durant 22 jours, au 23e jour, ce travail n'est plus un travail journalier, mais c'est un travail qui mérite un contrat de travail indéterminé. Ça, c'est le code du travail. Ça, c'est le code du travail congolais qui le dit, qui le stipule. Et c'est bon, ça protège l'employé contre l'employeur véreux qui vous emploie au jour le jour durant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme c'est le cas au Congo. Et donc, on peut se demander, en tant que député, d'abord, de poser la question, de prendre le micro au perchoir et de le dire. 2, de demander à poser la question au ministre du Travail pour dire que fait-on pour que cet article de la Constitution soit respecté? Est-il respecté? Sinon, il n'est pas respecté. Alors, que fait-on pour contraindre les employeurs à respecter cet article? Parce qu'en plus, le Code du travail stipule qu'en cas de non-respect de cet article-là, il y aurait des pénalités, donc des sanctions appliquées à l'employeur. Justement. Et donc, que fait le ministère de l'Emploi pour s'assurer que, 1, ces employeurs soient effectivement sanctionnés, et que 2, ces employés qui souvent sont dans des situations précaires puissent dénoncer ce travail précaire-là. Voilà une question concrète que nous pourrions poser en tant que députés. Mais si vous ne lisez pas la Constitution, si vous ne lisez pas le Code du travail, vous aurez beau faire des dons, des t-shirts, donner du pain, donner des bouteilles d'eau par-ci par-là, fondamentalement, dans le pays, vous n'aurez pas un impact national à pouvoir lutter contre le chômage et le travail précaire. Parce que vous avez ouvert cette brèche-là, la volonté politique ou une mauvaise politique, c'est ce qui découle à cette non-applicabilité de... Non, il y a deux niveaux. Il y a d'abord la maîtrise des textes, parce que je le dis, si vous voulez changer et réformer un pays, il faut d'abord maîtriser les textes dont vous disposez d'abord. Vous les maîtrisez. Certains sont bons, mais ne sont pas appliqués. Certains ne sont pas suffisamment bons. Il faut les réformer. Et donc, c'est là qu'est le travail du député, de légiférer, de modifier, de légiférer et de contrôler le gouvernement. Très bien. Et donc aujourd'hui, je donne un autre exemple. Aujourd'hui au Congo, un contrat de travail, toujours dans le Code du travail, un employeur ne peut pas vous donner un contrat de durée déterminée, un CDD, de plus de 2 fois. Tout contrat de travail à durée déterminée ne peut durer que 2 ans. Et ces 2 ans ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois. Après, il est automatiquement transformé en CDI. Mais est-ce le cas au Congo? Ça, c'est la loi qui le dit, elle est bonne. Est-ce le cas au Congo? Justement, aujourd'hui, les gens, la période ça, c'était d'essai... posé au ministre. Justement, la période d'essai est prévue pour 3 mois, si je ne m'abuse, pas selon le code de la période d'essai. Mais le constat reste quand même amer. Les employeurs, permettez-moi l'expression, exploitent peut-être les travailleurs jusqu'à ce que cette période soit... Exactement. Mais aujourd'hui, épuisée. par exemple, c'est ce que je dis, c'est là qu'intervient la réforme. Par exemple, aujourd'hui, dans le Code du travail, vous l'avez dit, tout contrat de travail peut être accompagné d'une clause d'essai. Cette clause d'essai, selon les cas, est de 6 mois ou 3 mois. À l'issue de cette période d'essai, automatiquement, le contrat est réputé être à durée indéterminée. Donc, le problème, c'est qu'il n'est rien dit sur le fait que fait-on lorsque, à l'issue de la période, l'employeur ne respecte pas la Constitution, le Code du travail, pardon. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut réformer le texte, le compléter pour associer à ce texte-là une sanction sévère à l'employeur. Et non seulement ça dans le texte, mais aussi sur terrain, s'assurer qu'il y ait un système de dénonciation des employés
de ces employeurs véreux qui ne respectent pas le code du travail congolais. Très bien. Voilà donc des propositions concrètes que nous pourrions faire en tant que députés. Donc je le dis, c'est un travail de fond, de passion qui prend du temps et qui est donc lié à la compétence et non à l'ethnie. Parce qu'un travail comme ça, une réforme telle que je viens de la proposer, elle aurait de l'impact sur toutes les populations congolaises dans ce cas de précarité-là. Peu importe les conditions, peu importe l'origine ethnique de chacun des employés. Très bien. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Junior Koudoura. Il est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, mais également un acteur politique très actif sur terrain. Alors, concernant la production législative et tous les cycles des législatives que nous avions connus dans ce pays, comment est-ce que vous trouvez cette production? Je trouve qu'il y a très peu de textes qui ont marqué le travail qui a été fait par les députés. Il y a très peu de lois qui ont été promulguées ou qui ont été modifiées, enfin qui ont été initiées ou modifiées, qui ont vraiment eu un impact fort sur la population. Le ministre de l'Enseignement supérieur propose aujourd'hui une réforme pour que le service militaire soit obligatoire pour certaines catégories de jeunes. C'est un ministre qui le propose, ce n'est pas un député. Mais au niveau des députés, il y a très peu de textes. Or, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à faire, notamment par exemple sur le fait qu'aujourd'hui, on demande aux Congolais, par exemple, lorsque les jeunes sollicitent de l'emploi, vous verrez que dans les conditions de travail, par exemple, il y a la mention qui est écrite qu'il faut au moins 5 ans ou 7 ans d'expérience professionnelle. Mais par définition, un étudiant n'a aucune expérience professionnelle. Donc, par définition, son expérience professionnelle, elle est zéro. Mais le fait d'avoir aucune expérience professionnelle ne veut pas dire que vous soyez incompétent. De même, le fait d'avoir 20 ans d'expérience professionnelle, parce que l'expérience professionnelle en soi, c'est d'avoir fait ce calcul sur base de la durée que vous faites et non de la productivité que vous avez fait. Donc, le fait d'avoir de l'expérience professionnelle ne veut pas dire que vous soyez plus compétent que quelqu'un qui en a moins. Et donc, moi, pour l'emploi des jeunes, moi, je me dirais, il faut qu'au niveau de l'État, que le ministre ou qu'un député propose une loi selon laquelle cette mesure doit être réduite à un nombre minimum d'années ou bien carrément supprimée. On ne peut pas demander à un jeune qui est compétent, qui est qualifié, mais qui, parce qu'il n'a aucune expérience, on lui demande, pour être engagé, au moins 5 ans, 7 ans. Mais automatiquement, vous excluez toute la jeunesse du monde de l'emploi. Et ce n'est pas bon. Deuxième chose, par exemple, aujourd'hui, nous avons dans les universités les facultés de droit et d'économie qui sont les facultés les plus importantes dans toutes les universités du Congo. Mais le pays, il est essentiellement agraire. Donc, il a à 80% des terres agricoles, cultivables. Donc, en fait, en réalité, la RDC est un pays agricole de fermiers. Mais les universités ou les hautes écoles d'agronomie, elles sont quasi inexistantes. Donc, nos députés auraient pu demander au ministre de l'Agriculture ou de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement primaire aussi, parce qu'il faut en fait créer une politique générale de l'école primaire à l'université pour inciter les jeunes, élèves et étudiants à s'intéresser à l'agronomie. On aurait pu demander à ces ministres concernés par le secteur pourquoi en RDC il n'y a pas une politique de construction d'universités ou d'autres écoles agronomes alors que le pays est à 80% agricole. Ça a deux conséquences. D'abord, vous formez des juristes et des économistes en quantité qui n'auront donc pas de travail puisque le monde de l'emploi ne répond pas et notre pays ne répond pas à leur profil. Et deuxièmement, vous laissez le pays et nos terres agricoles à d'autres pays et ressortissants d'autres pays qui, eux, ont le profil agricole qui peut permettre d'exploiter nos ressources. Donc nous perdons doublement. Voilà donc des questions à poser aux ministres concernés et voilà donc des propositions de loi à faire. Moi, je proposerais qu'il y ait des écoles agronomes importantes créées en RDC, ne fût-ce que 2-3, pour favoriser et inciter les jeunes à aller dans ce secteur-là, qui est fondamental dans notre développement. Beaucoup pensent que la République démocratique du Congo ne souffre pas le problème des textes, plutôt c'est l'applicabilité qui cause problème. Même quand, si peut-être vous serez à l'hémicycle, les propositions de loi, vous pouvez le faire autant, mais l'applicabilité va peut-être poser problème. Mais c'est là qu'est le rôle du député, de faire pression. C'est là qu'est le rôle du député. En tant que député, vous n'appliquez pas les textes. Mais en tant que député, vous initiez une proposition de loi, vous en faites le suivi. Le suivi parlementaire, mais surtout le suivi après promulgation par le chef de l'État, le suivi de son application, de cette loi-là. C'est un challenge, c'est un défi. Il y a des lois qui prennent 1 an, 2 ans et demi à passer, mais lorsqu'elles passent,
vous devez en faire le suivi pour son application. Parce que vous portez ce mandat-là, vous portez cette réforme-là. Et cette réforme-là, vous devez la suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle porte des fruits. Aujourd'hui, il y a des textes simples qui existent, mais simplement qui ne sont pas respectés. Je prends le cas que j'ai évoqué, le cas du fait qu'aujourd'hui, nous avons des CDD de plus de 2 ans, alors que la loi stipule qu'un CDD de 2 ans ne peut être renouvelé qu'une seule fois, et qu'après ce renouvellement-là, c'est automatiquement un CDI. Aujourd'hui, ce texte, il existe, il est bon, mais son applicabilité. Pourquoi n'y a-t-il pas un député qui prenne cet article-là, qui l'amène au Parlement et qui martèle sur ça pour demander au ministre du Travail des questions. Pourquoi cette loi n'est pas respectée? Que fait-on pour traquer les employeurs qui font plus que 2 ans plus 1 de CDD? Et que fait-on pour avoir les informations sur les employés qui souffrent de cette question-là? A-t-on un numéro, par exemple, de contact? Nous pourrions avoir une antenne au niveau du ministère de l'Emploi où, avec des preuves évidemment et des éléments probants, sûrs et solides et tangibles, les employés en situation précaire pourraient déposer des preuves selon lesquelles ils sont employés depuis plus de 5 ans ou depuis plus de 4 ans en CDD sans que son contrat n'ait été transformé en CDI. Et à ce moment-là, nous pourrions interpeller les employeurs et donc les sanctionner sur base de la loi. Merci beaucoup. Si vous nous prenez en cours de diffusion, nous sommes en train justement d'aborder les questions sur les rôles d'un député et quel type de député devrons-nous envoyer à l'Assemblée nationale pour représenter le souverain primaire, mais également nous sommes en train de tourner autour du processus électoral. Le rapport entre un député et sa population, sa base, quel est le lien que vous pouvez établir entre les deux? Je pense que ce lien est fondamental pour capter les difficultés des populations. Et ce lien est fondamental, mais je pense aussi que la compétence est fondamentale. Il y a des députés qui ont été élus qui sont formidables sur le terrain. Vous parlez beaucoup de la compétence. Au départ, la population ne saura jamais que la personne en face est compétente. Vous et moi, nous discutons. Quand nous discutons et que vous avez un candidat député qui a une approche de discussion avec vous, lorsque vous l'écoutez parler, vous captez qu'au moins son raisonnement est logique. Il vous amène un projet de société, copie-coller, ramasser quelque part. Non, il n'y a pas de... les présente pour vous séduire, évidemment. D'abord, le député n'a pas en soi de projet de société à vous amener. Il faut juste qu'il ait du bon sens, qu'il maîtrise le fonctionnement de son pays dans sa gestion étatique, et puis qu'il propose des solutions crédibles et faisables. Un député, c'est les textes, c'est la loi, c'est pas je vais construire 1000 routes. Nous le faisons, les députés aujourd'hui se substituent au rôle exécutif pour amadouer la population et se faire élire. Mais ce rôle de construction, je donne des pannes par-ci, je donne de l'eau par-là, nous le faisons pour, quand je dis nous, c'est au Congo, je trouve que nos députés, ils le font, mais pour se substituer à l'État et se faire bien voir, entre guillemets, et être élu. Mais un député, la question c'est, quand tu seras au Parlement, quelles sont les réformes que tu vas amener en économie? Parce que l'économie, c'est ça le socle de la croissance, du développement, de la richesse et de la croissance. Quelles sont les réformes que tu vas amener dans les textes de loi pour changer ce qui se passe dans notre pays? Tout ce qui se passe dans notre pays a 2 fondements. Le droit, l'économie. Et donc, la seule question valable à poser à un député, quelles sont les réformes que tu vas proposer? Parce qu'un député, en des termes simples, il fait que proposer des lois. Quelles sont tes propositions au Parlement pour améliorer notre situation? Ces propositions, elles sont souvent économiques, et elles ont donc un fondement économique et logique très clair, et elles sont juridiques, et donc avec un fondement logique très clair. C'est tout. Parce que vous avez beau être le plus généreux des candidats sur terrain, mais malgré tout, vous ne pourrez jamais régler la situation de la masse congolaise. Mais par contre, vous pouvez être dépourvu de moyens financiers, et souvent vous verrez qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas de moyens, mais qui en soi ont des qualités et de la vivacité, et donc de l'engagement à pouvoir proposer des textes de loi qui vont changer les choses. Donc ne voyez pas à court terme parce qu'on donne un t-shirt, voyez le raisonnement de l'individu. Très bien. Nous allons peut-être nous quitter par là. Le rôle aujourd'hui de la jeunesse, parce que nous avons abordé la question sur le processus électoral. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante qui lance l'enrôlement de la 2e ère des électeurs, notamment à l'étranger, Afrique du Sud, Belgique et consorts.
quel est l'apport de la diaspora dans notre pays? Moi, je pense que le fait que la diaspora vote est une très bonne chose parce que ça permet de revivifier la fibre patriotique entre notre pays et ses ressortissants partout dans le monde. C'est très important. C'est un devoir civique et donc l'État se doit de faire en sorte que ce devoir puisse être exercé par chaque citoyen dans le monde lorsqu'il veut l'exercer. Et deuxièmement, la fibre patriotique, je l'ai dit, est importante parce que l'amour du pays doit être ravivé comme tout amour, notamment par le fait de voter. Ça vous crée un lien fort avec votre pays. Je fustige le fait que la population congolaise de la diaspora est très passive sur ce qui se passe en RDC. Très critique, mais surtout d'autant plus passive. Je trouve que la population de la diaspora attend trop avant de revenir au Congo et essayer. Essayez de changer les choses. Lorsque vous décriez, vous ne pouvez pas décrier un système toute votre vie en étant en dehors du système, en étant en dehors de votre pays. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être là durant 18 ans de Kabila. Oui, nous attendons que le régime change pour que nous revenions nous aussi essayer de travailler dans notre pays. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est là. Oui, nous attendons que le prochain mandat pour revenir dans notre pays. Mais les années passent. Donc vous ne pouvez pas être à la fois critique et passif, parce que vous n'apportez aucune solution, aucun ajout. Deuxièmement, je constate que les Congolais, de l'étranger, lorsque vous leur parlez, vous leur dites « mais pourquoi vous ne venez pas participer au pays, créer de l'emploi, essayer d'investir, d'entreprendre, etc. » Oui, non, on attend que, moi, si je dois revenir au Congo, il faudrait que nous ayons des garanties, parce qu'en Europe, je laisse une situation, je laisse un certain confort, certains acquis. Mais quand vous êtes allé en Europe la première fois, quelle garantie l'Europe vous a donné en y allant? Les garanties peuvent être les garanties de sécurité. Mais quelle sécurité? Vous savez que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo fait face à une insécurité. Mais c'est ce que je dis. Dans ce contexte d'investir. Ça, c'est la communication qui est faite par les pays occidentaux pour nous distraire. Dans cette même insécurité, dans cette même précarité soi-disant, dans cette même difficulté, le pays est au soi-disant un pays où rien ne va, soi-disant. Mais dans ce même contexte de précarité, les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, Chinois, les Indiens, les Pakistanais, toutes ces populations étrangères viennent chaque année de plus en plus au Congo. Chaque année. Et ils investissent ici. Et ils investissent ici. Et ce n'est pas des millionnaires. Certains ont des moyens, certains n'ont rien. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, commencent à vendre dans les marchés et puis après, à créer leur société. Un magasin, 2 magasins, 3 magasins, jusqu'à devenir des grandes entreprises. Donc pendant que nous, les Congolais, pour revenir chez nous, on dit oui, mais il faudrait que le gouvernement nous donne des garanties parce que moi, en Belgique, là-bas, j'ai laissé mon appartement où vous payez un loyer, j'ai laissé un certain confort, le bus, j'ai laissé un certain mode de vie parce que vous avez des magasins, il y a des ceci, cela. Mais un, ce n'est pas votre pays. De deux, quand vous avez quitté le Congo pour aller vous installer là-bas, la France, la Belgique, les États-Unis ne vous ont rien garanti. Vous êtes allé, vous avez essayé. Mais pourquoi pour rentrer dans votre propre pays, il faut que ce pays vous donne des garanties? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, je l'ai dit, pendant que vous demandez des garanties au Congo, votre pays, pour y rentrer, des Indiens, des Français, des Européens, des Américains, des Chinois, des Asiatiques, de manière générale, ils rentrent chaque année de plus en plus nombreux, de plus en plus longtemps, avec leur famille, s'installent ici, construisent ici, vivent ici, parlent notre langage ici. Dans ce même contexte de précarité. Des affaires peut être agréable Bien sûr, mais moi, c'est ce que je dis. Critiquer la RDC de l'extérieur, c'est facile, mais c'est improductif pour le Congo et pour nos frères de la diaspora. C'est improductif. Donc moi, j'appelle les Congolais non seulement à voter, mais à venir au Congo, à oser. Dans la vie, il n'y a pas de cadeau. Vous ne pouvez pas commencer à dire, oui, moi, pour aller dans mon propre pays au Congo, je dois avoir des garanties. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que les étrangers, ils viennent au Congo sans garantie et ils prospèrent ici. Mais vous demandez des garanties pour rentrer chez vous. Ça n'a aucun sens. Donc la diaspora doit prendre conscience. Conscience, parce que, troisièmement, je le dis, et je vais finir par là, il y a 20 ans, les flux financiers des sociétés de transfert d'argent, Western Union, etc., il y a 20 ans, l'argent était envoyé de l'Europe vers l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains, les Congolais d'Europe, envoyaient l'argent vers leur famille au Congo. Aujourd'hui, le flux s'est inversé.
C'est les populations congolaises au Congo qui envoient de l'argent à leurs familles en Europe. C'est pour dire que les choses ont changé. C'est pour dire qu'il y a ici des opportunités. Très bien. Et il faut se réveiller, mes chers frères, de l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur Junior Koudoura. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, à moins que vous ayez un dernier mot. Non, il faut s'enrôler, il faut être patriote, il faut avoir la fibre patriotique. Je le dis, s'enrôler pour voter, pour bien voter. Choisissez les profils. Ne choisissez pas l'ethnie, parce que l'ethnie ne sauve pas, l'ethnie ne produit pas la croissance. Ça n'a jamais été prouvé que l'ethnie d'un candidat, parce qu'il est de chez vous, fera en sorte qu'il travaillera mieux qu'un autre. Choisissez le profil et la compétence. Basez-vous sur des questions simples. C'est un travail de député, c'est un travail législatif, de légiférer. C'est un travail de réforme. Quelles sont les réformes que tu vas amener qui concrètement sont faisables et pourront changer les choses? Ne fût-ce que se battre pour ces réformes-là. C'est ça la question. Donner de l'argent sur terrain, c'est bien, mais n'empêche que c'est un travail intellectuel qu'il faut prendre au sérieux. Ah, vous les avez habitués. Quand je parle aussi de vous les avez habitués, c'est nos députés à nous qui nous ont habitués justement à nous séduire, à la population, à nous faire des cadeaux pour nous séduire. Mais à la population qui est mature de se conscientiser justement, c'est sa responsabilité. On vous séduit, mais à vous de dire oui ou non, de comprendre où sont les enjeux. Et chaque élection, vous venez, vous dites oui, maintenant les députés, ils n'ont fait aucun travail, nous n'en voulons plus. Mais vous réalisez d'autres députés sur les mêmes critères qui ont fait que ceux-là ont échoué. Mais c'est votre responsabilité. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était juste la dernière question et j'étais en train de désannoncer l'émission. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis sur la meilleure des télévisions. On se retrouve au tout prochain numéro durant justement cette année 2023. Surtout, n'oubliez pas que c'est une année électorale. Nous serons de temps en temps avec vous pour justement naviguer sur l'actualité du pays. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir et j'espère vous retrouver encore dans les tout prochains jours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être reçu sur Premium Télévision en votre compagnie pour décortiquer l'actualité. À très bientôt, chers téléspectateurs, et à tous, enrôlez-vous. Au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.